Salut tout le monde, c'est Marie et bienvenue à un épisode du Balado Franchement. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes vraiment formidables. J'ai jasé avec Sarah Hamel, psychoéducatrice, vulgarisatrice scientifique, autrice. Vous la connaissez, Sarah Hamel a fait beaucoup de balados. Elle fait beaucoup de conférences aussi sur le sujet, souvent des émotions chez l'enfant. Elle aborde vraiment plein de sujets différents, là, genre colère, dodo, relations parents-enfants. C'est super intéressant. Puis j'ai eu la chance de la recevoir avec Mathieu Point. Mathieu qui est un professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc à l'UQTR. C'est un professeur vraiment spécialisé plus dans le mouvement chez les enfants en petite enfance. Puis ensemble, on a parlé du phénomène des parents hélicoptères. Vous allez savoir un peu plus c'est quoi ce phénomène-là, mais en gros, ce sont des parents qui sont vraiment surprotecteurs de leurs enfants. Puis ça, ça peut causer plein d'impacts négatifs sur justement le développement de l'enfant à l'adolescence, même à l'âge adulte. C'est de ça qu'on a parlé. Ça a été vraiment intéressant. Les deux ont tellement des choses le fun à dire. Ça paraît qu'ils sont des professionnels de leur sujet. J'ai vraiment une belle conversation. Puis j'espère que ça va vous parler si vous êtes parent, si vous travaillez avec une clientèle qui est plus jeune, avec des enfants, ou juste si, comme moi, ça vous intéresse ce sujet-là. J'espère que vous allez bien aimer ça. Vous me donnerez vos commentaires dans les commentaires, justement, de la vidéo YouTube. J'aime toujours ça vous lire. Je vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. L'intro commence à être longue. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter si jamais le cœur vous en dit. Ça me fait toujours plaisir. Bonne écoute! Donc, on commence en force. Sarah Hamel, Mathieu Point, bienvenue au Balado Franchement. Merci, ça fait plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Puis la conversation avait déjà commencé à micro fermé. Oui. On va sûrement reprendre certaines affaires qu'on a déjà dites, mais tout de même, aujourd'hui, on parle d'un sujet... Puis là, est-ce que je le dis... Est-ce que je mets des mots dans la bouche ou je dis que le concept il est full moderne puis on en entend full parler aujourd'hui alors que c'est pas le cas? Vous me reprendrez si je me trompe. On parle d'un sujet... full, ancré dans la société en ce moment, les parents hélicoptères. Ouais. Est-ce que c'est vrai de dire que c'est quand même un fléau? Fléau, c'est peut-être fort. C'est fort un peu fléau. Moi, là, je m'emporte, là. Ça commence fort. Ouais. Okay. Ça peut être un enjeu. Un enjeu pour les enfants, pour les ados. Pour les parents, je sais pas, mais peut-être un petit peu aussi parce que les conséquences de cet enjeu-là chez leurs enfants peuvent avoir des conséquences sur eux aussi. Mais, oui. C'est assez moderne, mais c'est pas de la dernière année non plus. Là, ça fait quelques années. Moi, je remonterais à une vingtaine d'années là où. Ah ouais, tant que ça. Ça commence à Oui, ça va plus avec la génération des enfants rois. Ouais. Puis là, on voit justement qu'il y a comme une prise de conscience. Les parents, ils veulent plus revenir à ce que la nature a prévu pour le développement de l'enfant. Il y a comme aussi un intérêt des enfants des parents plutôt de s'informer sur c'est quoi les conditions favorables pour faire en sorte que leurs enfants se développent à leur plein potentiel. Puis la prise de risque, le jeu libre, ça en fait partie. Donc il y en a beaucoup là, qui veulent revenir aux sources. Mais des parents hélicoptères, il y en a encore. Puis je pense que ça serait intéressant qu'on parle de justement c'est quoi la surprotection et c'est quoi que c'est pas de la surprotection. Parce qu'il y a eu un article qui était sorti dans les journaux, je pense que c'était cet été, puis moi j'avais réagi à ça. Parce que le grand titre, c'était que les parents sont maintenant surprotecteurs. Puis là, j'ai très généralisé. Ouais, c'est quoi ça? Fait que je suis allée lire l'article scientifique qui était à l'origine de ce statement-là pour aller voir la méthodologie. Puis finalement, le questionnaire qu'il avait utilisé, qui justement visait à mesurer la variable surprotection, à mon sens, puis en fait, pas juste à mon sens, mais au niveau sémantique, là, c'était pas de la surprotection. Là. Fait que je pense que c'est important aussi qu'on définisse c'est quoi la surprotection puis ce que c'est pas. Absolument. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que c'est comme un flou pour certains parents. Puis on parle de, excuse-moi, je me permets juste de dire, on parle de surprotection parce qu'un parent hélicoptère, si vous voulez me décrire c'est quoi, c'est ça. C'est un parent qui surprotège un enfant. C'est pas uniquement ça, selon moi. Il y a la surprotection, mais c'est aussi prendre beaucoup de décisions à la place de l'enfant. OK.
de limiter son autonomie parce que, oui, c'est peut-être sur une base de surprotection ou de volonté de performance de son enfant, etc. Donc, c'est le parent qui va prendre beaucoup de décisions à la place de l'enfant et donc qui va mettre des barrières autour de ce que son enfant peut faire à sa place. Donc, il va prendre des décisions à la place de son enfant. C'est qu'on fait, dans le fond, quelque chose dans le but de le protéger, mais au final, ça pourrait juste lui nuire. Oui. Ouais. C'est parce que ça lui permet pas de travailler, j'imagine, autonomie et tout ça. Mais c'est parce que souvent, ce qu'on va voir, là, les parents hélicoptères, ça va être des parents qui vont vouloir éviter que leurs enfants vivent, par exemple, des émotions désagréables, qu'ils vivent des difficultés. Ouais. Ils vont s'arranger pour leur rendre la vie la plus facile qui soit. Ça part d'une bonne intention, mais c'est pas aligné justement avec ce que la nature a prévu pour nous. Notre job de parents, c'est pas de rendre nos enfants heureux 100% du temps. Notre job de parents, c'est de faire en sorte de les accompagner à travers toute la gamme d'émotions qu'un humain peut vivre. Donc, il faut que nos enfants soient exposés à de l'ennui, à de la frustration, à de la tristesse, à de la déception, à de la honte. Il faut qu'ils vivent ça. Puis si j'essaie de toujours sortir mon enfant de son émotion, je l'empêche d'apprendre à naviguer à travers ça, puis d'apprivoiser l'inconfort que ça peut apporter. Fait que même si ça part d'une bonne intention, c'est de la mésinformation, en fait, de la part de ces parents-là, malheureusement. Puis souvent, c'est des parents qui eux-mêmes n'ont pas eu l'occasion de développer leur propre confort à travers les émotions désagréables. Donc, comme eux, ils n'ont pas eu l'occasion de les apprivoiser, eux, ils savent pas quoi faire avec ça. Fait qu'ils préfèrent juste sortir leur enfant de l'émotion plutôt que de les accompagner faute de savoir comment. C'est ça, c'est en se disant je vais régler le problème, je vais les aider. Ouais. Mais au final, ça les aide pas tant que ça. Parce que, mettons, même dans un monde super utopique, on sait c'est pas la réalité, mais un enfant qui se fait surprotéger, qui grandit dans de la ouate, je veux dire, il y a un moment donné dans sa vie où il va arriver des éléments difficiles. Ouais. Puis il sera pas équipé pour y faire face. C'est ça. C'est là où il y a des conséquences qui sont plutôt dramatiques chez plusieurs enfants qui ont vécu cette surprotection. Là, on parle d'anxiété, on parle de dépression, puis il y a beaucoup de liens en ce moment. Donc la recherche est encore à faire là-dessus, mais il y a encore pas mal d'études qui démontrent un lien direct de causalité, en fait, entre la surprotection, le manque de prise de risque chez l'enfant dans l'enfance, le manque d'autonomie et l'anxiété à l'adolescence. Puis, en fait, cette problématique d'anxiété-là, elle se voit de plus en plus jeune chez nos enfants. Et c'est là où ça devient inquiétant parce que c'est des enfants qui n'ont pas développé les compétences, comme disait Sarah, de trouver par soi-même des solutions à des problèmes, qui n'ont pas une bonne connaissance de soi, une bonne confiance en soi. Donc, ils vont développer des problèmes d'anxiété et éventuellement de dépression par la suite. Donc, c'est des enjeux importants. Parce que concrètement, ce qui arrive, quand je suis toujours dire, par exemple, le fameux « Attention, tu vas te faire mal, n'en fais pas ça, non, descends de là, c'est dangereux ». Quand je suis toujours en train de dire ça à mon enfant, c'est quoi le message que j'envoie? Je suis en train de lui dire, ton environnement là, est dangereux et tu n'as pas les ressources pour y faire face. Fait qu'on essaye d'amener les parents à plutôt changer leur discours. Au lieu de dire « Attention, fais pas ça », c'est plutôt « T'as envie de grimper, mon amour, c'est correct. Mais dis-moi-le quand t'as envie de grimper. Moi, je vais venir avec toi pour assurer ta sécurité. Je le sais que t'es capable. Je le sais que toi, tu es capable de grimper n'importe où, mais je veux être là. On va le faire ensemble. » Puis si on voit justement que peut-être l'enfant, il y a des ambitions qui sont un petit peu démesurées par rapport à ses skills actuels, il disait « OK, oui, c'est haut. As-tu pensé à comment t'allais redescendre? » Tu sais, de l'amener à réfléchir aux actions qu'il s'apprête à poser pour lui enseigner la prudence. Mais justement, la prudence, c'est quelque chose qui va se développer à force d'être exposé à des situations potentiellement risquées. Tu sais, si j'apprends pas à mon enfant à manipuler une hache, bien évidemment que si mon enfant se retrouve en contact avec une hache, c'est très, très, très dangereux, là. Très, très dangereux. Mais si je l'accompagne, que je fais avec, que je lui donne un instrument qui est adapté à sa morphologie, à sa grandeur, puis que je lui montre les règles de sécurité, que je l'encadre, que je fais avec, bien là, l'activité qui nous paraît donc bien risquée, mais devient finalement une occasion en or pour développer sa prudence puis augmenter ses habiletés. Dans le fond, on remplit le coffre à outils, littéralement, de l'enfant. Puis, il y a un moment dans le développement de l'enfant où il y a une rupture de la part des adultes sur ce développement-là par rapport à cette notion de prise de risque qui est essentielle au développement de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par rupture? Je te donne un exemple. Tu sais, dans le développement de l'enfant, l'adulte accepte que l'enfant doit se mettre debout, lâcher les mains pour apprendre à marcher. Puis il va tomber. Puis les parents vont même applaudir l'enfant. Bravo, c'est bien, t'es tombé, recommence. Donc il va l'inciter à faire une prise de risque.
Mais à partir du moment où l'enfant sait marcher, ben là, les interdits commencent à arriver parce que les mains sont libres, puis ils vont toucher à tout, ils vont vouloir grimper, ils vont vouloir essayer des choses. Et là, l'adulte commence à freiner, à dire attention, touche pas à ça. Donc là, on vient se substituer à l'enfant dans le choix qu'il a à faire, puis le jugement qu'il doit faire par rapport à une action qu'il veut entreprendre. Et c'est là où, petit à petit, plus l'enfant avance en âge, plus il y a d'interdits, plus il y a de moins de possibilités, moins d'opportunités de lui de prendre des choix, de faire des choix, de choisir les propres actions qu'il veut faire et les conséquences qui viennent avec ces actions-là. Ouais. Fait que l'enfant, lui, n'apprend plus qu'il peut se mettre en danger. Donc, il n'a plus la perception du danger, alors que cette prise de risque-là, elle est nécessaire pour percevoir le danger plus tard. Donc c'est là où, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est des enfants qui vont prendre plus de risques démesurés, donc ils risquent d'avoir plus d'accidents. Et c'est là où ça devient problématique, en fait, dans la vie de l'enfant. Est-ce que, dans le fond, vous me direz si j'ai complètement mal compris, mais est-ce que, dans le fond, il y a deux manières, il y a deux chemins. Soit l'enfant va devenir super anxieux, il ne voudra plus rien tester, il va devenir vraiment... l'enfant, l'adolescent, peu importe, il va vraiment rester dans son cocon en mode « mon Dieu, le monde au complet est un environnement dangereux ». Ou au contraire, il y en a d'autres qui, là, vont faire des prises de risque complètement intense. C'est pas aussi dichotomique là, que ça. L'enfant est bien fait, puis il arrive à trouver des solutions avec d'autres façons de fonctionner, sauf que en passant par des prises de risque plus accessibles pour lui, en fonction de son développement, en fonction de qui il est, il va se développer de manière plus adéquate. Graduellement. Ah, voilà. Ouais. Tu sais, je te donne un exemple. Souvent, dans nos sociétés, cours d'école, cours de CPE, il y a beaucoup de restrictions au niveau de l'aménagement. Et les enfants n'ont pas le droit de sauter d'une certaine hauteur. Donc, tu sais, quand ils sont petits, ils sautent de 10 cm, 15 cm, 20 cm. Puis après ça, ils ne peuvent plus l'essayer. Mais quand ils deviennent autonomes, puis qu'il n'y a plus le regard de l'adulte, ils vont essayer de sauter de 2-3 mètres de haut. Puis là, ils vont se faire mal. Parce qu'ils n'ont pas eu le jugement, ils n'ont pas eu l'apprentissage nécessaire pour se dire, là, je vais me faire mal si je saute de cette hauteur-là. Puis j'ai peut-être pas les capacités pour le faire. Fait que c'est aussi ça qu'il faut redonner aux enfants, c'est cette capacité de jugement sur ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. T'allais dire quelque chose, Sarah? Oui, il y a un petit moment. Par rapport à l'anxiété, là, j'avais envie de faire oui, vas-y. Un peu de pouce là-dessus parce que ce qui est super intéressant, c'est que à travers le jeu, puis à travers justement la prise de risque, les enfants vont apprivoiser les émotions comme la peur puis le stress. Parce que ce qui se passe quand l'enfant se met dans une situation un peu risquée, mais il est dans le plaisir, il y a quand même une réaction physiologique de stress qui va être déclenchée dans son corps. Sauf que comme il est dans le plaisir, il va l'apprivoiser. Il va apprivoiser ces sensations-là au lieu d'en avoir peur puis de se trouver envahi. Okay. Puis c'est la même chose quand on joue, par exemple, avec nos enfants au gros monstre, puis on joue à se faire peur ou à se courir après, là, ces jeux-là, ça crée une petite réaction de peur ou de stress chez l'enfant, mais c'est un stress qui va être super facile à digérer, mettons, entre guillemets, là, pour le cerveau, parce que, justement, il est dans un contexte de sécurité affective, il est avec son parent, il est avec la personne qui assure sa sécurité. Donc, quand on accompagne, justement, nos enfants dans cette prise de risque-là pour, d'une part, leur assurer leur survie, là, parce qu'il faut quand même qu'on compense pour leur manque d'habileté s'ils décident d'avoir, justement, des idées de grandeur dans leurs explorations, mais c'est qu'on leur offre aussi la sécurité pour qu'ils puissent dépasser leurs limites puis se mettre dans des situations challengeantes un peu où ils vont devoir puiser dans leur courage. Puis ça, là, ils peuvent pas faire ça juste tout seul par eux-mêmes. Ils pourraient, là, mais le stress qu'ils vont vivre dans un contexte hors relationnel va être moins facilement vécu par le cerveau que si c'est fait justement dans un contexte relationnel. Puis ça, pour n'importe quelle situation stressante, le facteur de protection, c'est toujours la présence d'un adulte de confiance. Fait que accompagnons-les, nos enfants, dans ces situations-là. Puis c'est important que, nous, comme parents, on soit conscient de nos propres réactions. Là. Moi, personnellement, là, quand ma fille était petite puis qu'elle grimpait dans les modules au parc, je pense que mon système nerveux se dérégulait. Moi, j'avais de la misère. Mais mon chum, il est plus à l'aise puis il est plus grand que moi aussi. Fait que c'était plus facile pour lui de compenser pour son immaturité ou son manque d'habileté. Fait qu'il faut être capable de se voir aller. Puis si moi, malgré moi, je vais transmettre ma peur puis mon stress puis que je vais nuire à mon enfant, ça se peut là, que j'aie besoin de travailler mes enjeux puis de me parler, de signifier
sniffer un peu de lavande avant d'aller au parc ou d'envoyer mon chum, finalement, pour aller faire ces tâches-là. Ouais, tu dis, OK, moi, je suis peut-être pas assez... Soyons honnêtes. Ouais, c'est ça. Ben, connaître ses propres limites, au final. Si tu sais que tu vas capoter puis que ça va pas aider au développement, ben, pourquoi te mettre dans cette situation-là délibérément? C'est un peu ça, j'imagine. Puis moi, j'ai pas d'enfant, OK? T'sais, vraiment pas. Ma soeur en a, fait que j'ai la chance de voir ça un peu de ce côté-là, mais j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que, évidemment, un enfant a un besoin qui est complètement différent d'un adulte, là, juste parce que, bon, il est immature émotionnellement et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'au final, c'est la même chose. Tu sais, tu parlais des relations de confiance, mais un adulte, là, quand tu as une mauvaise journée ou de quoi, moi, c'est qui que j'appelle en premier? J'appelle ma personne de confiance, j'appelle ma famille, j'appelle mes sœurs. Ben oui, puis on a juste à penser quand on voyage. Moi, personnellement, je suis pas très tolérante à l'imprévisibilité puis à la nouveauté. Je suis un peu chicken. J'aime ça, tu sais, savoir ce qui m'attend. Mais quand j'avais pas d'enfant, je voyageais beaucoup avec ma meilleure amie. Cette personne-là, puis elle est pareille comme moi, mais parce qu'on était ensemble, on se donnait du courage mutuellement. On était notre safe space mutuel. Ça faisait en sorte qu'on pouvait partir avec notre pack-sac, pas d'itinéraire, puis on aurait pu faire le tour du monde comme ça. Voilà. Parce qu'on avait quelqu'un sur qui on pouvait compter, puis avec qui on se sentait en sécurité. Fait que je pense que c'est la même affaire. Tu sais, ce dont on parle, notamment avec le terme de parent hélicoptère, c'est pas... Nous, en tant que parents, moi, j'ai les mêmes réflexes que n'importe qui. C'est de dire faire attention, etc. C'est un travail à faire sur nous parce qu'on vit tous dans la même société. Puis c'est la société qui nous a amenés à avoir ce type de comportement-là auprès de nos enfants. Il y a plein de facteurs qui ont fait que ces parents hélicoptères-là sont arrivés dans notre société. On est dans une société de performance. On pousse à la performance. Donc, on veut que nos enfants soient performants. Et là, souvent, il y a une mauvaise compréhension de ce qui est bon pour nos propres enfants pour qu'ils soient performants, en fait, dans leur développement. Puis on est dans une société où c'est le risque zéro qui est prôné, plutôt que le risque juste ou le risque sain pour son propre développement. Là, dès qu'il y a le moindre incident, tout le monde est au courant. Donc, tu sais, le fait que c'est soit hyper médiatisé aussi, ça amène de l'eau au moulin pour que tout le monde s'inquiète de toute situation qui peut s'arriver. Donc, c'est normal que les parents s'inquiètent, aient peur et qu'ils aient ce genre de réflexe-là. Il y a d'autres facteurs. Tu sais, on parlait des amis, de la fratrie. Maintenant, il y a beaucoup moins de monde dans les familles. Donc, les parents, ils ont le focus sur un enfant ou deux enfants. C'est vrai que quand t'en as 10, là, tu dis de lâcher prise. T'as pas le choix à un moment donné. Puis, il y a des facteurs culturels. Parce qu'il y a des recherches qui ont montré que dans certains pays, par exemple, les parents ne s'inquiètent pas que leurs enfants se blessent. Alors que nous, au Québec, des pays qui peuvent être similaires, on peut penser au Danemark, aux pays scandinaves, qui, quand on les questionne, ils ne s'inquiètent pas pour les blessures de leurs enfants. Ils ont considéré que c'était normal dans le développement de leur enfant qu'ils grimpent aux arbres, qu'ils jouent à l'extérieur sans le regard de l'adulte, etc., avec la présence de l'adulte pour le côté sécuritaire, pour qu'ils puissent se mettre dans ces actions-là, mais ils s'inquiètent moins. Fait que, culturellement, nous, on est un peuple qui, on s'inquiète pour nos enfants. Oui. Donc, cumuler tout ça, c'est normal qu'il y ait des parents hélicoptères. Là, Fait qu'il faut pas se jeter la pierre non plus pour dire je suis un parent hélicoptère, c'est pas bien ce que je fais. Non. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider mes enfants à être plus autonomes, à prendre des décisions par eux-mêmes, puis à être heureux dans ce qu'ils font sans forcément que moi j'intervienne à tout bout de champ. Absolument. Et c'est ça aussi, c'est que tu sais d'encadrer nos enfants, puis de s'intéresser à ce qu'ils font, puis de leur dire tes problèmes, c'est mes problèmes, mon coco, t'es pas tout seul là-dedans, tu peux compter sur moi. C'est pas être un parent hélicoptère, ça. Ça, c'est d'approfondir notre relation avec l'enfant, puis de lui donner justement cette base de sécurité affective. Comme quoi, il peut compter sur nous, peu importe l'âge qu'il y a, tu peux toujours te revirer vers moi, puis je vais toujours être ta réponse. Je vais toujours t'accueillir les bras ouverts, peu importe quel jour tu te présentes à moi. Ça, c'est pas d'être surprotecteur. Puis, tu sais, je pense que ce qui distingue aussi un peu qui est commun chez beaucoup de parents hélicoptères, c'est qu'ils vont prendre personnel quand l'enfant, par exemple, se fait reprocher quelque chose. Tu sais, si l'enfant il a une mauvaise note, le parent va débarquer. Hey, comment ça, là? Mon enfant, il a une mauvaise note. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je l'ai fait étudier, là. Il n'est pas supposé avoir une mauvaise note, là. Puis, ils vont se sentir confrontés par... Ou, tu sais, s'ils reçoivent un billet de comportement que l'enfant il a fait quelque chose de pas correct, ah non, impossible que mon enfant ait fait ça. Vous avez pas compris. Puis, tu sais, ils vont questionner parce que eux, ils se sentent confrontés par rapport à ça. Puis, tu sais...
ça, c'est encore une fois, on est dans une société de performance, puis il y a beaucoup de parents qui vont mesurer leurs compétences parentales par les exploits que leurs enfants font, puis par le comportement que leurs enfants adoptent. Fait que ça, c'est une erreur. Notre capacité parentale, nos compétences parentales, ça se mesure pas. Mais ça se compare pas, surtout. Ben non! Il n'y a pas deux enfants pareils. C'est ça, parce que, tu sais, si on veut vraiment mesurer notre compétence parentale, c'est pas par des résultats, c'est par un processus. C'est un processus être parent. Ben oui, absolument. Fait que c'est comment j'accompagne mon enfant à travers son développement. C'est ça qui va déterminer ma qualité, en gros guillemets, là, de parent. Ouais. C'est pas est-ce que mon enfant fait ses nuits à 3 ans, à 3 mois? Est-ce qu'il est propre à 18 mois? Est-ce qu'il écrit son nom à 3 ans? C'est pas ça, mais là. C'est ça que les gens pensent. Il y en a beaucoup, en tout cas, que c'est comme moi, mon enfant, il a réussi à faire ça à tel âge, puis oh mon Dieu, pas toi? Ouais, OK, ben, regarde, nous, on travaille fort. Là. Puis c'est une fierté, puis c'est correct. Là, je pense qu'on doit être fiers aussi des petites réussites de nos enfants, mais à une certaine limite. Ouais. C'est ça. Ça veut rien dire. Non, c'est pas toi, là. S'il marche dans 2 mois plutôt que maintenant. Puis c'est rare qu'on entende des parents dire ah ben mon enfant, moi, il est capable de gérer ses émotions. Alors que c'est une compétence qui est personnellement, plus importante. Absolument. Que d'être capable d'accrocher son manteau puis de zipper ses pantalons. Il y a quelque chose derrière ce que les parents mettent de l'avant chez leurs enfants, qui pour moi est un peu... ça fait pas de sens. Alors que développer des compétences qui vont être transversales puis qui vont servir tout au long de la vie, ben souvent elles ne sont pas mises de l'avant dans la société. Résolution de problèmes, résolution de conflits, le partage, la coopération, le leadership... Ben, tout ça, là, souvent, on n'entend pas parler les parents dire « Ah, moi, mon enfant, il a eu de l'empathie, puis il a permis aux autres de s'épanouir parce qu'il s'est mis en retrait. » Ben, ça, c'est une compétence importante de faire valoir les autres. Mais ça, on ne le met jamais de l'avant. Ouais, c'est souvent centré sur « Oh, il a réussi à faire ça, il a réussi à faire ça, puis il est plus fort, et il est au-dessus de la moyenne. » Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est poche. C'est drôle parce que tout ce que tu as nommé comme compétence et résolution de problèmes, tout ça, là, c'est toutes des habiletés qui se développent le mieux par le jeu libre. Nous, là, on est dans une société qui vise à remplir le cerveau de nos enfants. On veut faire des mini-Einstein. Puis on oublie que la nature a prévu les choses. Le développement, c'est un processus inévitable. Les enfants vont se développer. Puis le développement, c'est un processus qui se fait de l'inside out, pas de l'outside in. Puis nous, on remplit là, les enfants, puis on veut les stimuler pour qu'ils soient super performants. Alors que il y a une étude qui était vraiment intéressante, qui avait comparé les lecteurs précoces aux lecteurs tardifs. Tu sais, mettons en France, là, ils commencent l'école à 3 ans, puis on commence déjà justement à les remplir de l'outside in. Fait qu'il y a moins de place au jeu libre. On est dans des activités structurées par l'adulte, en visant des objectifs académiques. Puis, ben là, je vise pas la France en particulier. Non, mais moi, je suis mutant. Là, ça fait 20 ans que je suis au Québec. OK, parfait. Alors, vas-y, tu peux viser la France. Non, mais tu sais, je fais juste viser tous les programmes éducatifs très précoces qui visent justement à remplir les enfants, à les surstimuler. Fait que ceux-là versus, mettons, ceux qui apprennent à lire après 7 ans. Dans les pays scandinaves, ils commencent l'école à 7 ans. Avant ça, on leur sac patience. Ils jouent dehors. Puis il est dans des petits ratios pour justement privilégier la sécurité affective, le lien. Bref, ils l'ont compris, la patente. Puis là, si on compare les lecteurs précoces aux lecteurs tardifs, les lecteurs tardifs rattrapent les lecteurs précoces en 2 semaines. Et ils les surpassent au niveau de la compréhension. C'est tellement hot. Parce que justement, la capacité à faire un tout, à traiter de manière holistique, de manière globale, une information plutôt que de traiter de manière séquentielle, ben c'est une partie du cerveau qui va se développer le mieux à travers le jeu libre. Et non avec des affaires papier-crayon, de cartes de vocabulaire, puis tout ça. On est-tu complètement dans le champ un peu dans notre société? Fait que là, mettons, là, on jase, là.
mettons, maternelle 4 ans, ça n'a pas nécessairement... Mais Ça le dépend. programme, le programme dépend, éducatif au Québec dit que les enfants doivent apprendre par le jeu. OK. Tu sais, par exemple, dans les CPE, le programme Accueillir la petite enfance, qui a été revu là, dans les dernières années, justement, c'est un nouveau programme éducatif. Il est à jour par rapport aux données probantes, OK? Fait qu'ils ont enlevé, justement, l'obligation de faire des bricolages avec, tu sais, de faire des activités structurées avec un produit fini. Il n'y a plus d'affaires à faire ça, là. Tu sais, il faut juste exposer les enfants à du matériel puis les laisser explorer. Parce que l'enfant apprend le mieux dans l'expérience, dans l'exploration puis dans le jeu libre, quand il peut accéder à sa créativité, à son imaginaire. C'est là que toutes les ondes de son petit cerveau sont allumées puis ça pétille, là. Fait que en CPS, c'est comme ça. Pour la maternelle, c'est supposé aussi être par le jeu. Mais dans les faits, moi, je le sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui commencent l'année en disant, moi, là, les enfants dans ma classe, là, ils vont savoir lire à la fin de l'année, là. Même si c'est pas dans les exigences. Il y en a qui vont vouloir remplir de l'outside in puis que, justement, ils vont se considérer des bons enseignants parce que ils ont des résultats. Mais c'est ça. Oui. Le programme en maternelle, c'est un programme cycle maintenant. C'est 4 et 5 ans. C'est le même programme pour les deux parce que c'est développemental. Puis ça, c'est bien fait. Et depuis 2021, il a changé le programme. Et il y a maintenant une prescription de 2 fois 45 à 60 minutes de jeu par jour. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est assez? Non. Puis, comment c'est fait? Qu'est-ce que est considéré comme du jeu? Parce que là, on parle de jeu libre dans le programme. Mais dans les réalités, est-ce que les enseignantes sont toujours en train d'intervenir, donnent des choix très précis de jeu, etc. Donc, il y a un travail d'accompagnement, puis c'est normal. C'est des personnes qui n'ont pas été formées pour intervenir de cette manière auprès des enfants. Donc là, tu sais, il faut faire de la formation continue, il faut les accompagner, elles aussi, à changer leur pratique, puis changer de sa pratique, alors que ça fait 15 ans qu'on enseigne de la même manière. C'est pas évident. Donc, il faut aussi les comprendre dans le sens où, là, on leur demande de se retourner sur un 5 sous, puis Oui. De rentrer cette nouvelle matière-là dans leur Être all-in avec du jeu libre, là, ça demande une certaine tolérance au chaos. Tu sais, je pense justement, quand ma fille a fait du sable magique ou de la pâte à modeler, moi, je la laisse partir dans sa créativité, même s'il y en a qui tombent à terre, même si elle mélange les couleurs de pâte à modeler. Je sais qu'il y a des parents, là, quand ils voient les mélanges de couleurs de pâte à modeler, là, ça les trigger vraiment beaucoup, là. Puis qu'ils vont justement, non, on mélange pas. Non, on sépare les couleurs. On reste comme ça. Le sang magique, ça reste sur la table. Non, là, OK, je vais te donner un bac. Là. Il faut que ça reste sur la table. Là, quand je fais ça, je suis en train d'entraver sa créativité, son exploration, puis son élan, son émergence. Je suis en train de complètement couper l'herbe sous le pied. Puis on n'est plus dans du jeu libre dans ce temps-là. Les enseignantes, elles en ont 15, 16, 17, des fois 20 dans leur classe. Enfants, ouais. Donc, tu sais, il y a aussi cette réalité-là. Elles essayent de garder un certain ordre dans leur classe, mais comme disait Sarah, le chaos, ça vient avec le jeu. Le jeu, ça fait du bruit, ça fait du mouvement, ça fait du désordre. Les enfants se salissent. Ça crée du conflit. Oui. Puis c'est à travers ce conflit-là que les enfants vont apprendre à gérer les conflits, à prendre un peu sur eux des fois pour dire OK, ben là je vais t'écouter parce que je veux que le jeu perdure. Puis c'est là où le jeu il a cette qualité-là, c'est qu'il y a deux concepts qui sont centraux, c'est la liberté puis le plaisir. Donc l'enfant, lui, ce qu'il recherche, c'est de pouvoir faire des choix et d'avoir du plaisir dans ce qu'il va mettre en place. Fait que s'il a des conflits avec ses enfants dans le jeu, avec ses amis, ben, et il recherche ce plaisir-là. Donc, il va essayer de trouver des solutions pour continuer à jouer avec ses amis-là. C'est gagnant-gagnant, dans le fond. Donc, c'est pour ça que c'est un moteur, ce qu'on appelle le moteur développemental par excellence de l'enfance, c'est le jeu. Parce qu'à travers le jeu, ben, comme disait Sarah tantôt aussi, ben, il développe toutes ces compétences qui sont nécessaires à la vie future. Que ce soit au niveau affectif, cognitif, émotionnel, social, puis d'un point de vue du mouvement aussi, au niveau moteur. Donc, il est très complet. Donc, c'est là où c'est intéressant de le mettre de l'avant et de savoir comment accompagner l'enfant là-dedans. Parce que tout seul, il ne va pas être capable non plus de se développer à son plein potentiel. Non, puis c'est de l'accompagner assez, mais pas trop non plus. Exact. Puis savoir l'accompagner dans le jeu, c'est savoir être joueur avec l'enfant. Ouais. Et ça, c'est pas évident quand on en a une quinzaine en même temps. Absolument. Ouais.
C'est ça. En même temps, c'est important de mentionner. Moi, je trouve ça fascinant que ce qu'on constate, c'est le jeu libre. Les enfants, quand ils jouent librement sans un adulte qui est là pour les superviser, ben ça, là, c'est le berceau de la démocratie. Les enfants, en multi-âge, ils vont instinctivement avoir de la bienveillance pour les plus petits. Ils vont adapter leur jeu pour inclure les plus petits, ou ils vont trouver des consensus quand ils arrivent à un problème. Tu sais, par exemple, là, on veut jouer au magasin. OK, ben ça va être quoi qui va servir d'argent? Mais moi, je propose que ce soit les roches. Ah ouais, mais moi, je propose que ça soit les feuilles. OK, tout le monde s'entend que les feuilles, ça ressemble plus à du vrai argent. Parfait, on va prendre des feuilles. Fait que ça les amène justement à agir de manière démocratique, puis à trouver leurs propres problèmes. Mais si nous autres, comme parents ou comme adultes, on agit en hélicoptère, ben ça serait de venir dire, OK, non, là, moi, je vais décider ça va être quoi qui va être, tu sais, d'imposer une décision ou de trop jouer l'arbitre. C'est correct qu'on les laisse un petit peu se chamailler puis essayer de trouver une solution. Notre job, c'est d'assurer leur sécurité. Fait que si je vois que ça dégénère puis que là, c'est dangereux au point de vue de la sécurité, là, ben là, c'est mon cue pour intervenir. Mm-hmm. Mais si c'est pas dangereux au niveau de la sécurité, que là, ils sont en train de se chamailler, ils sont pas d'accord, ben c'est correct que je prenne un pas de recul puis que j'observe, que je me place en position de curiosité, puis que je regarde qu'est-ce qui va sortir de cette situation-là. Mais un parent hélicoptère aurait bien de la misère à faire ça. Absolument. À pas s'immiscer, à pas jouer l'arbitre, mettons. Mais puis ou à pas prendre la défense de son enfant. Je comprends. C'est surtout ça. Puis mettons pour les parents là, qui nous écoutent ou juste des personnes qui travaillent justement avec des plus jeunes puis qui se rendent compte que, hey, je me rends compte que j'ai des comportements qui sont peut-être overprotecteurs, là, tu sais, surprotecteurs. Par où on commence? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place afin d'aider ces personnes-là à faire comme, OK, ben je vais prendre un pas de recul puis je vais essayer de travailler ma surprotectivité. Oui, mais ça commence par soi-même. Puis, on parle de la tolérance au risque. Donc, c'est quoi ma tolérance? Puis d'avoir un regard sur soi-même. Quand est-ce que j'interviens? Pourquoi j'interviens? Est-ce que c'est pour mon confort personnel, parce que je suis pas à l'aise avec ce que je vis. Ça, c'est bon, là. Avec le bruit, avec la saleté, avec le fait que cet enfant-là, il a une prise de risque, puis moi, je veux pas vivre les conséquences si jamais elles sont négatives. Donc, c'est un regard personnel. Après ça, il y a quand même des stratégies où d'apprendre à faire la distinction entre ce qui est une prise de risque, qui est essentielle, naturelle dans le développement de l'enfant, et ce qui est un danger. Souvent, on confond les deux. On va dire ça, c'est dangereux. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Si on laisse l'enfant aller, est-ce que par lui-même, il va prendre conscience de « OK, là, je risque de me péter la gueule, je fais demi-tour » ou au contraire, mais là, il le voit pas, puis là, ça devient un danger. Donc là, j'interviens. Il n'y a pas de livre, de guide, qui, à tel âge, l'enfant doit, parce que j'imagine, on ne veut pas non plus être dans la performance trop. C'est surtout que ça se peut pas. Il n'y a pas deux enfants pareils. C'est ça. Tu sais, des enfants de 3 ans là, peuvent avoir un écart développemental d'1 an entre les deux. Hein. Puis si tu rajoutes, si on est dans un milieu éducatif, il y a des enfants qui ont 1 an d'écart d'un point de vue de la naissance. Ouais. Plus l'année développementale, il y a des écarts énormes. On ne peut pas avoir les mêmes attentes envers tous les enfants. C'est impossible. Mm-hmm. Même 2 enfants de la même fratrie, au même âge, ils n'auront pas le même développement. Fait que les parents, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Le meilleur moyen de s'adapter, c'est de les observer. Les observer, de jouer avec eux, de comprendre qui ils sont, de savoir ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils ne sont pas capables de faire, puis de pouvoir réagir ou d'intervenir en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et pas capables de faire. Donc, de les connaître le maximum. Puis, pour les connaître, il faut les observer, il faut jouer avec, il faut passer du temps avec. Puis, des fois, il faut passer du temps, mais en étant un petit peu en retrait. Mm-hmm. Puis moi, j'ai toujours cet exemple-là d'une éducatrice en milieu familial qui disait, elle pensait être une maman performante. Puis elle a parlé de ses propres enfants. Elle disait, moi, je suis toujours en train de les occuper, je leur mets des activités, etc. Puis je suis super bonne. Puis là, elle se casse le genou. Elle est plus capable de s'occuper de ses enfants. Elle est plus capable de se lever pour intervenir ou quoi que ce soit. Donc là, elle a eu un pas de recul forcé où elle a vu ses enfants trouver par eux-mêmes des idées de jeu, d'être créatifs. Puis là, elle s'est remise en question. Elle s'est dit, finalement, je suis pas une bonne mère. Puis, c'est terrible. Mais elle a fait un constat forcé par la situation de mobilité réduite où elle dit, en fait, moi, j'ai pas besoin d'animer mes enfants à tout bout de champ. S'ils ont l'espace, l'environnement, le matériel et l'aspect sécuritaire par ma présence, ils vont trouver par eux-mêmes des jeux intéressants. Ils vont développer
leur créativité, ils vont développer justement le côté interaction sociale entre eux sans que j'ai besoin d'intervenir constamment. Puis sans que j'ai besoin de leur donner des activités à tout bout de champ. Et c'est ce que la nature a prévu pour nous. Tu sais, si on regarde nos ancêtres là, qui vivaient en communauté, ben là, les adultes étaient ensemble, ils tressaient leur petit panier, ils s'occupaient de leurs poules, puis ils faisaient leurs affaires d'adultes en jasant, pendant que les enfants jouaient en périphérie, en multi-âge. Ils s'entertainaient entre eux, ils s'amusaient, puis là, ils venaient faire un petit check-up de sécurité affective, câlin, bisous, puis ils repartaient jouer. Là. S'ils se faisaient mal, ils venaient chercher du réconfort auprès de leurs parents ou d'un autre membre de leur village d'attachement, puis ils repartaient jouer. On n'a jamais été conçus pour entertainer nos enfants. C'est pour ça qu'il y a bien des parents qui disent « Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, jouer avec mon enfant. » Puis c'est pas grave, c'est normal en quelque sorte que un adulte ait pas tant de fun que ça à faire parler une petite voiture parce qu'on n'est plus rendu là dans notre développement, puis c'est parce que c'est pas ça non plus qui a été prévu, sauf que là maintenant qu'on a juste un enfant par famille, mais nos enfants eux ils ont quand même besoin d'interaction, ils ont besoin de jouer avec d'autres personnes, fait que c'est vers nous qu'ils vont se tourner, puis là on va se sentir obligé de le faire, fait qu'on va le faire un peu à contre-cœur, puis il y en a beaucoup aussi des adultes qui ont perdu leur cœur d'enfant, puis qui ont perdu ce plaisir-là de se mettre en mode jeu, qui ont l'impression de perdre leur temps. Fait que, bref, c'est une question complexe, là, mais si on se ramène à ce que la nature avait prévu pour nos enfants, c'est vraiment ça, là, tu sais, que les enfants s'amusent entre eux en périphérie des adultes, puis les adultes sont là pour jeter un œil, pour s'assurer que tout le monde va bien. Mais il n'y a pas cette supervision constante de l'enfant où il n'y a pas cette idée-là de faire des activités éducatives pour enseigner une habileté précise. Il n'y avait pas ça. Puis pourtant, les enfants se développaient super bien. T'sais. Mais est-ce que ça a été... Ben, je pense tantôt, on y a un peu répondu à la question, mais avec l'ère justement du numérique, là, sachant que tout le monde partage tout sur les réseaux sociaux, les nouvelles, on dirait, un parent a fait un accident, puis là, il y a un enfant qui s'est cogné, puis on dirait que ça passe dans tous les journaux du monde, puis c'est donc bien intense. Est-ce que ça aide, en fait, à faire des parents surprotecteurs ou justement des parents qui veulent être là, puis regarder, puis pas capables de lâcher prise? Ben, c'est sûr que ça a des conséquences. Comme je disais tantôt, tu sais, la surmédiatisation de moindres accidents. Ouais. Ben, n'importe qui est au courant. Puis là, on se dit... Il y a beaucoup de réglementations, en fait, sur le matériel de jeu qui est dû à un accident isolé quelque part au Québec. Fait que là, on s'est dit, hey, ça, c'est dangereux, on le supprime partout. Fait que ça... Puis souvent, moi, j'ai tendance à inverser la pensée. Se dire, ben, au lieu de dire qu'est-ce qui est pas bon pour les enfants, mais qu'est-ce qui est bon pour eux? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place collectivement pour que eux, ils se développent? Donc, plutôt que d'interdire, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on met à leur disposition pour qu'ils se développent? Puis cette pensée-là va aider, en fait, un peu plus l'adulte à être responsable, puis à moins être dans cette performance-là, puis de cette surprotection. Et c'est là où, d'un point de vue sociétal, on a un rôle à jouer. Puis les écrans, ça aide pas. Souvent, il y a une chercheure en Colombie-Britannique qui donne cet exemple-là, tu sais, l'enlèvement. On a peur que nos enfants se fassent enlever, tu sais, quand ils vont jouer tout seuls dans les parcs. Et puis, tu sais, je vais plus loin que ça. J'ai pas d'enfants, puis moi, ça, c'est une de mes... Je pense à ça régulièrement. Mais elle donne une image, c'est que proportionnellement, tu sais, statistiquement, tu as plus de chances de gagner le gros lot à la loterie que ton enfant se fasse enlever par quelqu'un dans un parc. Ça n'existe pas, ça arrive très rarement. Il y a eu des cas isolés, il y en a eu au Québec aussi. Mais c'est très, très, très rare. Puis on s'inquiète beaucoup trop de ce genre de choses-là. Puis on voit encore une fois dans les pays scandinaves où c'est pratique courante de laisser le bébé, même en hiver, dans une poussette dehors pour qu'il fasse son dodo pendant que les parents sont en train de manger, prendre leur café dans le restaurant. Puis là, il y a plein de poussettes de parquet à l'extérieur du resto, puis les bébés font leur dodo qui sont là. Puis ils n'ont pas cette phobie-là, puis cette fixation par rapport aux enlèvements. Puis tu sais, je pense qu'encore une fois, les médias sociaux, ça va contribuer parce que moi, là, je suis une maman. Fait qu'évidemment que mon algorithme sur les médias sociaux, ça me partage du contenu de maman. Et
souvent, je vois passer là, des mom hacks de AirTag, là, des espèces de GPS qui mettent dans les souliers des enfants. Comme ça, là, ton enfant va être sécure s'il va au parc, tu vas savoir exactement il est où. Ça nous rend fous. Ça nous met en état d'alarme constamment. Puis tu sais, tu disais justement comment qu'on fait justement pour qu'un parent fasse un changement s'il se rend compte qu'il est peut-être surprotecteur. Bien, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience de l'état de son propre système nerveux. Si je suis alarmée, si je suis quelqu'un là, qui est constamment en hypervigilance, c'est parce que mon système nerveux, là, il est pas au repos, mais pas du tout. Puis ça va impacter ma façon d'interpréter mon environnement. Puis ça risque de me faire anticiper des menaces qui existent même pas. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on voit avec les gens qui ont des troubles d'anxiété, justement. C'est des gens qui sont hautement alarmés, qui sont en hypervigilance parce que leur système nerveux il est activé dans le tapis non-stop. Puis il y a un travail à faire au niveau de leur système nerveux. C'est pas juste au niveau des pensées. Là. Il y a quelque chose vraiment de plus ancré dans le corps là, qui est adressé. Puis ce qui doit être fou, c'est que je sors vraiment là, aucune étude là, qui est basée sur ce que je m'apprête à dire, mais tu sais, une personne qui a par exemple un trouble d'anxiété généralisé, qui s'est ancré en lui, là, ben en elle, une personne, bref. Sûrement, il y en a pour qui ça part de l'enfance, qui ont été surprotégés. Fait que là, c'est comme si on crée un cercle vicieux qui est complètement, qui arrête pas, dans le fond, qui est inarrêtable. Puis ça arrête juste quand on décide de prendre conscience de ça. Puis le téléphone, tu sais, tu parles du AirTag, mettons, là, pour savoir notre enfant, il est où. Mais tu sais, le téléphone, on entend souvent les vieux. Bon, je suis pas fine, mais tu sais, les personnes plus âgées qui ont des enfants adultes aujourd'hui dire « Ah, moi, dans mon temps, je laissais mon kid partir, je le voyais pas de l'après-midi, puis il revenait à un moment donné, puis c'était bon, il revenait pour le souper. » Mais aujourd'hui, t'as le téléphone, tu sais t'es où. Fait que du moment que ça s'est enlevé, ben là, c'est sûr que tu te rends compte que, oh my God, là, en ce moment, je sais pas mon enfant, il est où. Alors que d'habitude, oui. Fait qu'on est comme confronté à cette nouvelle réalité-là. Je pense, c'est sûr que ça aide pas, tu sais. Puis, tu sais, il y a toute la notion de... On a peur des accidents aussi. Oui. On a peur qu'ils se blessent, d'un accident de la route, etc. Puis la même chercheur, elle donne une autre image, moi, que j'aime beaucoup, c'est que tu as plus de chances que ton enfant ait un accident de voiture dans ta voiture à toi que quand il circule à pied pour aller au parc. Fait que, souvent, on met la crainte sur les autres, alors que soi-même, on peut amener des accidents aux enfants. Puis c'est normal, ça arrive, les incidents. Puis qu'un enfant se blesse, puis ça c'est important d'avoir ça en tête, c'est que les enfants qui sont surprotégés se blessent plus que les enfants qui sont libres de jouer, de grimper, de sauter, de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils vont tester plus leurs limites. Parce qu'ils n'ont pas appris la prudence. Ils n'ont pas appris la prudence, ils vont tester leurs limites, ils vont mieux se connaître, ils vont savoir... Puis ça, c'est un point important, ils vont savoir ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, ils se connaissent mieux. Donc, ils vont prendre des décisions en fonction de qui ils sont. Alors que des enfants qui n'ont pas cette occasion d'apprentissage-là, ils vont prendre des décisions en fonction de ce qu'ils vont voir, puis ce qu'ils pensent être correct de faire ou pas, mais sans se connaître soi-même. Donc, quand tu sais que moi, je suis pas un bon grimpeur, je vais grimper peut-être moins haut qu'un enfant qui, lui, a appris à grimper, puis il va grimper à n'importe quelle hauteur sans risque de blessure. Puis les enfants qui ont été surprotégés ont tendance, eux, à pas voir ce danger-là, donc à pas tester les choses avant d'essayer, et c'est là où il y a des accidents. Puis un parent, mettons, qui capote, là, qui sait là, que ça le stresse, ça, la peur de l'accident, là, il a fait un travail de « OK, je le sais que ça m'angoisse ». Y a-tu des ressources qui sont mises à disposition de ces personnes-là? Est-ce qu'on peut aller consulter? C'est quoi qu'on fait? Ben oui. C'est la consultation. Ben oui, si je me rends compte que je fais de l'anxiété là, par rapport à une thématique en particulier, ça se travaille en thérapie, là, d'aller creuser ça. Puis tu sais, quand je parlais justement qu'il y a un travail à faire au niveau du système nerveux, là, ça aussi, ça se travaille. Puis tu sais, maintenant, là, on comprend mieux le trauma. Puis le trauma complexe. Puis les professionnels en relation d'aide sont de plus en plus formés par rapport à ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a subi des traumas, puis tu sais, on parle de 1 adulte sur 3
au Québec. Qui a vécu des traumas? Ouais. Puis des traumas, j'imagine. Trauma complexe, ouais. OK, complexe, donc Ouais, à un niveau élevé quand même. Ouais, ben, le trauma complexe, ça va être un trauma relationnel. Là, OK, ouais, je comprends. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir été témoin d'un accident d'auto avec des décapitations. Tu sais, ça, c'est un trauma, là, mais ça rentre pas dans la catégorie du trauma relationnel, mettons. Je comprends. Mais ouais, c'est ça, c'est un adulte sur 3. C'est vraiment énorme. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adultes là, qui sont très alarmés, très en hypervigilance, puis ils comprennent pas trop pourquoi, mais si on va creuser, mais ça part d'un trauma qui a besoin d'être guéri. Ça se guérit, cette affaire-là. C'est des blessures affectives qu'on a besoin d'aller faire des petits points de suture là-dessus. Là. Puis trauma, excuse-moi, je veux pas te couper, mais un trauma relationnel, ça peut-tu être un adulte qui, enfant, était surprotégé par son parent, donc il reproduit ça? Ben, pas nécessairement. Non, OK. Pas nécessairement. Parce que, tu sais, un parent qui est surprotecteur, ça veut pas dire que lui a été surprotégé. OK. Ça se peut au contraire, qu'il ait été négligé, qu'il ait été violenté. Ça se pourrait que ce soit ça. OK. Puis que là, il soit super en réaction, puis il veut faire différemment. Fait que lui, il va faire comme complètement l'opposé. Ou que juste parce que la manière qu'il a été élevé a fait en sorte qu'il est constamment en état d'alerte, en état d'alarme, parce qu'il a jamais appris à être sécure. Il n'a jamais pu se déposer. Fait qu'il a toujours été en mode survie. Puis là, ben, il se retrouve parent. Il est en mode survie. Il faut que je protège de la survie de ma progéniture. Puis il se retrouve à être surprotecteur. Ça peut être ça. Je trouve ça complètement fou. Puis vous qui travaillez quand même dans le milieu, là, tu sais, Mathieu, plus en recherche et tout ça, professeur à l'université, Sarah, tu travailles quand même avec une clientèle qui ont des enfants et tout ça, psychoéducatrice. Ça doit être quand même bizarre et triste des fois de voir que c'est une réponse à un trauma. Tu sais, un parent, justement, qui est overstressé. Toujours ça. Marie-Lise, c'est quasiment toujours ça. C'est souvent, quand les parents me consultent pour un problème de comportement de leur enfant, on se rend compte que finalement, c'est pas le comportement de l'enfant qui est problématique. C'est l'interprétation du parent en fonction de ce comportement-là, ou c'est l'incapacité du parent d'accompagner, de compenser pour l'immaturité, ou de l'accompagner dans son émotion, ou de répondre à son besoin. Puis ça part toujours, justement, d'un enjeu non résolu, d'une blessure affective, d'un trauma. Ça part toujours, finalement, du petit cœur du parent ou de son système nerveux qui est complètement dérégulé. Que le parent, il veut, là, tu sais, qu'il a lu, il a écouté des podcasts, il a lu des livres, sa tête comprend ça. Son cœur, il veut être ce parent-là, mais son système nerveux, comme fuck off, I'm out. Ouais, ben, le système, il est marqué. C'est fou, oui, c'est ça. Il est marqué au fer. Même sans parler de trauma, tu sais, il y a des parents qui vont agir d'une certaine manière parce qu'ils reproduisent ce qu'ils voient autour d'eux, puis ce qui se fait. Mais moi, j'ai quand même le côté optimiste en moi qui me dit on peut changer les choses, puis chaque parent, avec des petits pas, peut améliorer ses interventions auprès de ses enfants. Oui. Il peut se parler lui-même, puis essayer de mettre en place des choses. Tu sais, la fameuse phrase que tu as dit au tout début, là, c'est « fais attention ». Ce « fais attention-là, c'est un arrêt du jeu pour l'enfant, c'est un arrêt d'agir. Dès que tu entends « fais attention », qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va se passer? Fait que de changer notre vocabulaire quand on va intervenir auprès des enfants, ça se fait. Donc se dire, OK, moi je dis, je fais attention trop régulièrement, qu'est-ce que je peux changer? Puis comment je dois le mettre en place? Fait que là, ce que je veux, c'est que mon enfant, il soit en sécurité. Donc, je veux qu'il lui-même s'outille pour être en sécurité. Donc, quand il est en train de grimper, je lui dis, as-tu remarqué que la branche a été un peu plus fine, celle-ci? As-tu remarqué que la roche sur laquelle tu veux monter, elle est glissante? Est-ce que tu as testé avant de monter sur ce bout de bois-là, voir s'il n'était pas pourri? Donc, tu sais, c'est des phrases qu'on peut remplacer, le fait attention, pour conscientiser l'enfant dans l'environnement dans lequel il agit, pour que lui trouve lui-même ses repères d'un point de vue sécuritaire. Fait que moi, j'encourage plus les adultes à changer la façon d'intervenir auprès de leur enfant, plutôt que de leur dire « OK, fais un gros changement sur toi-même, mais tu sais, accompagne des petits pas comme ça, petit à petit, qui vont t'amener à intervenir, puis à laisser plus de liberté à tes enfants. » Puis plus ils vont observer leur enfant avoir cette liberté-là, plus ils vont avoir tendance à s'écarter un petit peu, parce qu'ils vont voir que leur enfant, il est capable. Il réussit. Ils vont avoir confiance en leur enfant, puis ça va développer la confiance de l'enfant envers lui-même. Je trouve que... Puis même l'adulte, ça va élargir sa zone de tolérance face au risque. Là. Même l'adulte va vivre des succès par rapport au fait de laisser son enfant explorer, puis... dans ses élans de grimpeur. Il y a quelque chose qui est toujours intéressant de comprendre, c'est que nous, en tant qu'adultes, quand on sort de notre zone de confort, on grandit. Parce qu'on avait vécu une nouvelle expérience, on vient de...
ça, c'était pas facile. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Puis maintenant que je l'ai fait, je suis fier. Puis je suis content de l'avoir fait. Pour les enfants, c'est exactement la même chose, le développement. C'est-à-dire qu'il y a une zone où ils sont capables de faire les choses. Il y a une zone qu'on appelle à risque, où là, ils sont capables, mais avec un peu d'aide ou parce qu'ils l'essayent pour la première fois. Puis après ça, si on élargit, c'est la zone de danger, c'est laquelle où il ne faut pas rentrer. Mais cette zone à risque, c'est la zone de développement de l'enfant. Puis l'adulte, c'est la même chose. Donc tout au long de la vie, si on se met jamais un petit peu en dehors de notre zone de confort, on n'évolue pas. Fait que pour avancer dans la vie, pour évoluer en tant qu'humain, il faut être dans cette zone de développement. Puis si on l'empêche l'enfant de le faire, il n'évoluera pas à son plein potentiel. Donc, en tant qu'adulte, c'est la même chose. Quand on a conscience de ça, dire, lui, il faut qu'il vive des expériences pour se développer. Moi, je le sais que je le fais en tant qu'adulte. Quand je sors comme là, aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de faire des podcasts, je vais en sortir grandi. Fait que les enfants, c'est la même chose. Donc, que les adultes aient conscience de ça, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Puis, je trouve ça intéressant, d'un point de vue externe. Là, vous connaissez tellement bien vos sujets, c'est votre métier, vous en êtes passionné, là, j'imagine. Puis, c'est fou de l'extérieur de voir que peut-être d'un point de vue plus relationnel, émotionnel, comparé à plus le mouvement et tout ça, la prise de risque vraiment dans le jeu, à l'extérieur et tout ça, au final, c'est un concept qui s'applique dans les deux. Genre dans les deux, c'est pas une discipline, mais dans les deux contextes. C'est intimement lié. C'est complètement fou. Ouais. Dans le fond, c'est juste de changer sa pratique en tant que parent ou en tant qu'adulte de confiance pour encourager plutôt que décourager même. J'imagine. Oui, parce que ça décourage de se le faire dire tout le temps. De se faire dire que t'es pas capable. Arrête, c'est dangereux, tu vas te faire des bobos. Je comprends que l'enfant il commence à être stressé. Ouais. Je comprends. Je me permets de passer à mon segment présenté par Normandin, le restaurant Normandin. Donc, c'est le moment qui fait plaisir. On parle, là, par hélicoptère, c'est un sujet peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent là, en écoutant l'épisode puis sont comme, oui, je suis pas hot, il va falloir que je fasse des changements dans la manière que j'éduque mes enfants. Mais ça reste quand même des belles choses dans votre métier, dans le milieu, puis même dans le sujet, là, tu sais, je veux pas dire de surprotection, mais d'éducation de l'enfant. Ma question, parce que Normandin est reconnu pour être un restaurant qui aime donner des petits plaisirs, profiter en gang, avoir du fun. Vous, y a-t-il un concept qui vous fait particulièrement plaisir ou vous voyez, je sais pas, qu'il y a une notion qui est grandissante, parce que je disais que surprotection, c'était genre un fléau, là. J'ai dit des gros mots là-dessus, mais y a-t-il au contraire un concept, vous voyez, qui grandit dans la société puis qui vous rend fier dans le milieu de l'éducation? Moi, il y en a un sur lequel je travaille, puis qui me semble à mettre de l'avant, c'est ce qu'on appelle l'éducation par la nature. C'est qu'il y a une déconnexion avec la nature qui est de plus en plus présente chez les enfants, chez les adultes. Et de plus en plus, la recherche montre que de vivre de plus en plus de moments en nature, de faire de l'éducation en nature, d'avoir du jeu à l'extérieur dans un environnement naturel, c'est ce qu'il y a de plus intéressant en termes développemental, parce que la nature offre tout à l'enfant pour jouer. Donc, il y a des matériaux, il y a des branches, il y a des cailloux, il y a des roches. C'est un environnement qui est changeant, donc ça demande une capacité d'adaptation aux enfants. Puis, on se rend compte que dans ces environnements naturels-là, les enfants coopèrent et ils ont plus de plaisir. Donc, pour moi, ça, c'est une avenue qui est à explorer. Puis, j'invite les parents, en fait, à tout simplement aller passer du temps en nature sans avoir forcément un parcours à faire, sans avoir forcément à avoir une activité à faire dans la nature, mais juste prendre du temps à être dehors avec les enfants, puis de les observer, parce que là, ils vont peut-être au début pas savoir quoi faire, mais au fur et à mesure, ils vont explorer, découvrir, se poser des questions, peut-être avoir un lien affectif avec cet environnement naturel-là, puis plus tard, là c'est intéressant, c'est la connaissance de la nature, le contact avec la nature, mais l'affectif avec la nature va amener l'enfant à vouloir la protéger et en prendre soin par la suite. Moi, j'ai des frissons. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est le petit plaisir que Normandin pourrait mettre en place. Ça, je sais pas comment ils vont faire après, là, mais... Ouais. Ouvrir des restaurants à l'extérieur. Puis, En plus, je me dis, ma question a tellement été longue, je me suis entendue dire ma question, mais tu as fait un bon retour sur Normandin, j'adore ça. Mais au final, ça revient à ce que tu disais tantôt, là, que tu sais, dans le temps, là, les adultes faisaient leurs affaires d'adultes, puis les enfants jouaient autour. Ils s'occupaient. Ils trouvaient de quoi à faire. Ils étaient connectés. Tu sais, moi, c'est parce que
C'est exactement ça que je voulais dire. Oui. Moi, je fais mon coming out. Là. Moi, ma fille, elle a l'âge de rentrer à la maternelle là, en septembre, mais elle va pas rentrer à la maternelle parce que je vais faire l'école maison pour pouvoir lui donner une éducation par la nature. Wow! Parce que pour moi, c'est super important justement qu'elle apprenne par le jeu, qu'elle ait accès à vraiment beaucoup de jeux libres. Et évidemment, là, inquiétez-vous pas, je vais pas la cloîtrer chez nous. Nous autres, dans les Laurentides, on a le club Nature-Aventure des Laurentides qui est justement un club d'école nature. Fait qu'elle va aller là 3 jours par semaine avec ses amis. Ben, c'est déjà ça qu'elle fait, là. Mais c'est ça, avec elle a ses amis. Puis là-bas, ils s'appellent les adultes, c'est pas des enseignants, ils s'appellent des facilitateurs parce que justement, leur but, c'est pas de remplir de l'outside in, c'est de faciliter le développement de l'inside out. Fait que c'est super beau. C'est très collé, là, au modèle de l'école scandinave. Puis c'est ça, c'est l'apprentissage par la nature et c'est magnifique. Ma fille fréquente ce milieu-là depuis septembre, puis ils font leur dodo dans des hamacs dehors. Ça se passe dans une yourte en plein milieu du parc nature. Puis je le vois, l'impact sur son système nerveux par opposition quand elle était dans un CPE. Tu sais, un CPE, il y a du stimulé au pigoré, là. Il y a vraiment beaucoup de stimuli, puis elle me revenait toujours en surcharge. Moi, j'ai une petite cocotte hautement sensible. Puis maintenant qu'elle va au club nature, elle est dehors, elle joue dehors. Même s'il fait pas beau, ils sont dehors. On les habille en conséquence, puis ils sont dehors tout le temps. C'est extraordinaire, là. Fait que, tu sais, je le vois, l'impact sur sa confiance en elle. Elle apprend plein de choses, justement, sur la nature, sur qu'est-ce qu'ils peuvent manger, qu'est-ce qu'ils peuvent pas manger. Là, ils ont entaillé un érable hier. Tu sais, c'est vraiment cool. Ils ont le droit d'utiliser, justement, des outils pour pouvoir partir un feu, couper du bois, ces choses-là. Ils apprennent à cohabiter avec la nature, à l'utiliser, puis à la remercier. Ils ont pris le temps de remercier grand-papa érable pour la sève. Fait que, tu sais, il y a vraiment une relation qui se développe. Fait que c'est ça, moi, c'est ce volet-là qui m'allume énormément, puis je veux pouvoir offrir ce cadeau-là à mon enfant. Je trouve que c'est trop précieux, puis comme je peux me le permettre parce que je suis travailleuse autonome, puis moi, je peux justement travailler moins, ben c'est ça qu'on va faire jusqu'à temps qu'elle décide de faire autrement, évidemment, là. Mais pour l'instant, elle vit sa best life. Ben oui, j'imagine. Je trouve ça quand même impressionnant que vous ayez les deux nommés l'apprentissage avec la nature, par la nature, c'est ça? Ben, le par la nature, c'est dans la nature, avec la nature, par la nature, pour la nature, à quelque part. Donc, c'est pas juste par la nature, mais le lien, cette connexion, il apporte beaucoup. Au niveau du bien-être, la santé mentale, la santé physique, il y a plein de bénéfices juste d'être en nature, mais l'apprentissage, le jeu, d'être en collectivité, puis de se rappeler que nous, on est nature aussi en tant qu'humain. Absolument. Il y a de quoi là à mettre de l'avant. Et même si on n'est pas dans un environnement complètement naturel, la nature est présente, même en milieu urbain. Moi, j'ai vu des choses ici à Montréal, dans des parcs incroyables. Donc, des milieux de garde qui passaient la journée entière dans les parcs urbains à faire des interactions avec des herbes, les quelques arbres qui étaient là, de voir les écureuils passer, etc. Il y a plein de choses, plein de possibilités aussi qui vont avoir les mêmes bénéfices, peut-être pas avec autant de variété, de biodiversité qu'en pleine forêt, mais c'est quand même très riche aussi. Mais c'est ça, c'est important de le dire que c'est possible même en milieu urbain. C'est pas juste parce que moi, je suis dans les Laurentides, j'habite dans le bois, puis c'est super facile d'avoir accès à des souches mortes à décortiquer, puis que je laisse ma fille partir dans sa créativité avec ça, pendant que moi, je fais juste regarder les arbres. Là. Puis, nous, comme adultes, on a vraiment avantage aussi à reconnecter avec la nature. Ça régule nos systèmes nerveux dérégulés par la société de performance. Startez-moi pas là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un documentaire qui a été, une petite série là, qui a été faite sur Savoir TV, qui est animée par Fabiola Nirva-Aladin. Puis c'était justement sur éduquer par la nature, l'école nature, mais en milieu urbain. C'est super intéressant. C'est des gens qui pratiquent ça à Montréal, puis ils expliquent comment ils font pour actualiser ça concrètement dans leur quotidien, puis mettre en application l'apprentissage par la nature, même si on habite en ville. C'est très cool. Ça s'appelle l'école du dehors. L'école du dehors? Ouais. OK. Bon, ben les gens, si jamais ils veulent aller voir ça, j'imagine que c'est disponible en ligne.
Je sais pas. Oui. On fera une recherche. On mettra ça dans le lien YouTube. Moi, je les ai vus en ligne, en tout cas. Fait que j'imagine que les autres sont capables de le faire. Bon, super, parfait. Puis aussi, ça me fait penser, là, tu sais, on parle des enfants là, dans la nature, mais c'est bon pour un adulte, comme tu viens de le mentionner, absolument. Mais pour les gens qui sont au cégep, au secondaire, à l'université, là, juste d'aller faire des activités. Moi, j'avais un enseignant, puis je tiens à le nommer parce que c'est un des meilleurs enseignants de toute la vie, là, Pierre Letarte. C'est un enseignant d'histoire, puis si je me trompe pas, de géo, là, dans ces affaires-là. Puis un de ses projets avec ses étudiants, ses élèves au cégep, c'était genre, on va monter le mont du lac des Cygnes à Charlevoix. On va passer une fin de semaine toute la gang, mais c'est une activité, là, on a du fun, mais vous dénichez des affaires en lien avec les écosystèmes, là, puis vous me faites votre travail de session là-dessus. Pourquoi le travail de session aurait été, genre, obligé d'être plate? Faire tes recherches sur ton ordinateur, puis juste ça. Tu sais, là, on est allé directement, genre, en immersion. Ouais. Ça fait toute la différence. Absolument. Ça fait du sens avec ce qu'on fait, nous, là, chez Natera. Donc, notre laboratoire et chaire d'excellence en enseignement qui travaille sur l'éducation par la nature puis le territoire apprenant. Puis, on incite nos collègues formateurs universitaires à mettre dans leur trousse de pédagogue, en fait, des moments, justement, en éducation par la nature, qui est ancré dans le lieu, qui fait du sens pour l'apprenant aussi. À partir du moment où on se pose des questions, tu sais, sur un livre, la question, elle est posée, mais on ne voit pas les interactions que toute cette problématique peut avoir. Alors que quand on est dans le lieu, quand on est situé, ça fait du sens de répondre à ces questions-là. On trouve souvent des solutions qui sont situées aussi, qui sont en fonction des problématiques qu'on découvre dans ce lieu-là, puis à tous les âges, donc que ce soit des étudiants universitaires, des élèves du primaire, du secondaire, ou les tout petits. Et ça vient permettre un apprentissage qui est plus ancré, plus profond, puis souvent on s'en souvient. Comme toi, là, tu te souviens de cet enseignant au cégep, mais c'est la même chose pour n'importe quel apprenant. À partir du moment où il comprend pourquoi il fait un apprentissage, puis il comprend le contexte dans lequel il le fait, ben, ça fait beaucoup plus de sens pour lui. Là. Oui, puis la rétention d'informations est bien meilleure quand on est dans l'apprentissage par l'expérience, plutôt que quand on bourre le crâne d'informations à apprendre par cœur qu'on va ensuite vomir sur un bout de papier puis qu'on va oublier par la suite. Complètement. Puis, une des choses que nous, on essaie de mettre de l'avant, c'est que l'apprentissage n'est plus juste cognitif. Il est holistique. On passe par les sens, par les sensations, par l'affectif. Donc, quand on est à l'extérieur, c'est pas juste notre tête puis nos yeux avec notre papier-crayon ou le tableau interactif devant. On est avec les sons, avec l'odeur, avec ce qu'on peut toucher dans l'environnement qui va faire un apprentissage beaucoup plus complet. Absolument. Puis juste se concentrer. C'est peut-être niaiseux, mais t'es tellement plus concentré quand t'es assis à un bureau devant un prof. C'est que t'es plus investi dans la tâche. C'est clairement. Ça. La mobilisation, la motivation va être beaucoup plus grande quand on est en train de faire un projet dans lequel on se sent impliqué puis que le processus nous allume, pas juste le résultat. Là. On le fait pas pour avoir une bonne note, on le fait pas pour que l'adulte soit fier de nous ou pour avoir un petit bonhomme vert dans notre système d'émulation. Là. On le fait parce que ça nous tente. Puis là, l'investissement va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus marqué. Absolument. C'est tellement un beau moment qui fait plaisir. En plus, on parle de la nature. Puis là, les chaleurs reviennent tranquillement. Là, le beau temps, le soleil et tout, on est en mars. Fait que je trouve que c'est très aligné avec la saison. Puis, pour terminer ce segment présenté par Normandin, je suis bien contente. On est encore là-dedans. C'est un gros segment. C'est ça. On le rementionne, Normandin. Si jamais les gens veulent avoir 20 % de rabais sur leur prochaine commande en ligne, franchement 20, mais je vous offre une carte cadeau. Vous allez pouvoir aller manger au Normandin. Je sais qu'il y en a un à Trois-Rivières, dans les Laurentides. Là. Mais moi, je vais toujours au Saguenay, OK? Parce que j'ai habité là pendant 3 ans, puis mon cœur est resté là. Fait que on passe souvent par Québec. Parfait. À Québec, il y en a des millions. Il y en a plein, c'est pour ça. La prochaine fois que je vais au Saguenay, je vais arrêter. Vous penserez au balado quand vous arrêterez dans votre prochaine visite au Normandin. Et là, il y a plein de choses plein de questions. Je me note tout le temps plein de choses à mentionner puis à aborder parce que les sujets sont très, très, très variés. On a quand même joué dans plusieurs sphères, un peu, on a parlé de plein d'affaires, un peu à plein de moments différents. Fait que j'espère que ça a été quand même clair, le concept et tout ça. Mais je veux me permettre de passer mon Dieu,
je déparle. Je suis à la fin d'un petit rhume. Ça fait longtemps là, qu'on jase, c'est normal que ton cerveau il commence à... Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que là, je veux pas qu'on prenne le temps de parler de qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Oui. Y a-t-il des projets? Mais c'est quoi aussi, si on veut vous suivre, on veut voir vos recherches, lire vos livres, où est-ce qu'on trouve ça? Bon, point. Je finis ma phrase. La parole est à vous. Moi, je vous invite à suivre notre site internet de notre chaire Enatera. Oui. De mon côté, il y a plein de projets de recherche qui s'en viennent sur les enfants de 4 à 6 ans, mais chez les plus vieux, niveau universitaire aussi. Donc, on reste actif. Puis, des formations de temps en temps, des conférences. On peut-tu tuer? Tu sais, j'imagine que pour rester à l'affût de tes recherches, ça se passe plus sur le site de l'UQTR? C'est plus complexe que ça. C'est des articles qui sont diffusés de temps en temps. Donc, allez sur Google Scholar, trouvez les articles. Après ça, nous, on les diffuse sur le site internet de la chaire. Il y a quelques entrevues qui sont là aussi. Puis d'aller voir ce que font mes collègues aussi, qui travaillent sur tout plein de sujets passionnants. Donc, moi, je vous invite juste à aller voir notre site. Ça sera déjà un premier pas intéressant. Puis tu as dit Enatera, c'est ça? Enatera, E-N-A-T-E-R-R-A pour super. Éducation par la nature et territoire apprenant. OK, bon, super. Merci. C'est sûr qu'on va aller voir ça. Puis je suis sûre que ça va avoir donné le goût à plein de monde de juste s'informer sur le sujet. C'est vraiment intéressant. On a plein de partenaires. Je pense à l'unité mixte de recherche Petite Enfance, Grandeur Nature de l'Université Laval qui travaille sur l'éducation par nature aussi. Au niveau, on travaille aussi avec l'Université de Sherbrooke avec Jean-Philippe Ayotte-Baudet sur l'éducation par le plein air qui est à la base de l'émission justement dont on a parlé tantôt. Oui. Donc on a plein de partenaires partout. Donc allez voir tous ces gens qui font des choses formidables en éducation. Très intéressant. Merci Mathieu. Puis de ton côté, Sarah, plein de livres, plein de formations. Ça. Moi, là, ces temps-ci, écrivez-moi pas pour de la consultation parce que je prends plus personne. Maintenant, je dédie mon temps à la vulgarisation scientifique, donc des chroniques dans les médias, des participations dans les podcasts. Je fais de la formation, je donne des conférences et j'écris des livres. C'est vraiment ça qui prend le plus gros de mon temps. J'ai écrit Le Petit Pouls d'Amérique, tome 1, tome 2. Le tome 3, je suis en train de l'écrire. Il va sortir à l'automne. Wow, très cool. J'ai un livre sur les écrans que j'ai co-écrit avec Julie Parent, qui est orthophoniste, qui va sortir le 22 avril. Mon Dieu, OK, plein d'affaires. Puis j'ai aussi un autre livre qui va sortir le 2 avril, qui est le deuxième album de ma série jeunesse. Là, c'est la collection Tu peux compter sur moi, qui présente plein de situations, finalement, que les enfants rencontrent dans le quotidien. Puis là, le prochain, il va traiter du dodo. Le premier, il parlait de la colère, quand la colère sort par nos mains, puis par notre bouche, puis comment on accompagne l'enfant dans ses comportements agressifs. Puis le deuxième, ça va parler du dodo. Je pense que ça va parler à bien des parents, parce que c'est un cheval de bataille assez prédominant. OK, super. Puis ces livres-là, j'imagine, on peut se les procurer un peu partout. Dans toutes les librairies. Ouais. Super. Puis sur Internet, j'imagine aussi. Puis sinon, si on veut te suivre, je sais que tu es bien active sur ta page. C'est ça. Moi, je suis présente sur Facebook, Instagram et TikTok, mais j'oublie toujours que j'ai un TikTok, donc je le nourris très peu. Mais je publie régulièrement. Là, j'ai plein de contenus gratuits sur Facebook et Instagram. J'ai un site web aussi avec une plateforme de formation préenregistrée. Puis des fois, je donne des ateliers, des webinaires là, à des dates... Que je décide souvent à la dernière minute. Fait que suivez-moi sur les médias sociaux pour voir c'est quoi que j'ai à proposer. Puis allez voir mon site sarahhamel.ca. C'est super intéressant. Puis surtout, là, tu sais, mettons que vous êtes parents, là, vous nous écoutez parler depuis 1 heure, puis là, ça vous parle de ce sujet-là, ou juste l'éducation en général. Tu sais, je sais que Sarah, entre autres, tu fais beaucoup de contenu varié. Là, tu as dit colère, dodo et tout ça, mais ça peut toucher vraiment tous les sujets. Fait que peut-être aller zioter tout ça, là, des informations, même des ressources que je cherchais comme mot, là, des ressources comme ça sur Internet, ça se prend toujours bien. Puis même chose pour les recherches. C'est sûr qu'on va s'intéresser à l'apprentissage par la nature. Oui, puis j'oubliais, nous, on n'est pas très fort aux réseaux sociaux, mais on a aussi je vais aller vous plugger. Un Facebook puis un Instagram avec Enatera, mais il y a une photo. Non, c'est votre nom. On essaye de mettre des vidéos de temps en temps sur ce qu'on fait justement en nature avec des groupes qui soient universitaires ou des jeunes, mais c'est plus
nos collègues étudiantes qui nourrissent beaucoup, qui nous ont incités à faire ça. Puis ma collègue Geneviève et moi, on n'était pas trop réseaux sociaux. Puis ils nous ont dit non, on n'a pas le choix d'être sur les réseaux sociaux. Mais absolument. Puis les gens aiment ça, avoir accès à des ressources provenant de partout. Fait que continuez à l'alimenter. On va essayer. On va aller suivre ça. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir au balado. J'espère que ça n'a pas été trop pêle-mêle. Ça vous a pas trop étourdi, cette conversation? C'est nous qui espérons que c'était pas trop pêle-mêle pour les auditeurs. Non, c'était super intéressant. On est parti dans tous les sens. Ah, mais avec bonheur. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Je me sens privilégiée de vous avoir reçu aujourd'hui. Puis je le dis pas tout le temps. Fait que prenez-le. C'est réciproque. Merci, c'est gentil. Les personnes qui découvrent le balado peut-être aujourd'hui, je vous invite à aller suivre la page, commenter, liker, partager. Je le dis souvent, mais ce genre de projet-là, c'est grâce à vous, en fait, qui existe. Fait que c'est des gens comme vous qui le partagez à leur entourage, puis qui commentent, puis qui interagissent avec le contenu. C'est ça qui fait la différence pour le projet. Fait que continuez à le faire, puis laissez-moi vos commentaires, écrivez-moi en privé, donnez-moi vos impressions, j'aime bien ça vous lire. Puis, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On se dit-tu à la prochaine? À une prochaine, volontiers. À la prochaine. Bye tout le monde. Bye!